Bienvenue à Alley-Hoop, épisode 2, avec notre gars Rémi Thibault, qui représente Montreuil depuis presque 30 ans, représente le 3-3, le 5-5, même je suis sur le 4-4, tout. A new way to score a basket. She called it the alley-oop. Ok, bah merci déjà Rémi d'être avec nous pour cet épisode. Euh, Ça se passe bien là, le confinement, ces jours-ci? Bah, écoute, merci à vous pour me donner la possibilité de m'exprimer sur votre plateforme. Le confinement se passe bien, tout le monde est en bonne santé. J'espère que c'est également le cas pour vous. Ça se passe bien, ça se passe bien. Écoute, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Euh, Comment ça s'est passé déjà de ton arrivée au Mans en espoir et après de décider, après ça, de pas rester en France et de partir aux États-Unis? Alors, bah écoute, mon arrivée au Mans, elle s'est faite, on va dire, traditionnellement. Je faisais un peu le tour de France des différents centres de formation qui me recrutaient à l'époque. Et quand je suis allé au Mans, c'était marrant parce qu'on était plusieurs de la même génération à se retrouver au Mans à ce moment-là. Et je sais pas, il y avait quelque chose que j'aimais bien en fait au Mans à l'époque. Je sais que c'est plus le cas maintenant. On était dans un centre un peu livré à nous-mêmes le soir, tout ça. Donc c'était un peu cette indépendance-là qui m'intéressait. Et Ouais, aussi le fait que avec les gars qui faisaient on va dire le recrutement, on s'était un peu parlé. On se disait que voilà, ça serait pas mal si on se retrouvait ici l'année prochaine, quoi. Et voilà comment j'ai ok. choisi le Mans. T'es toujours Antares? C'était Antares toujours? Ah, c'était pas. Ah oui, bien sûr, Ouais, bien ok. sûr. Après, nous en cadet, on jouait à Gouloumès. C'est Ok. une petite salle où l'hiver il faisait encore plus froid que dehors. Et donc, tu as passé tes années espoir là-bas. Et donc, pourquoi tu as décidé de partir aux États-Unis? Pourquoi tu n'as pas décidé de peut-être aller sur un contrat stagiaire ou aller dans un autre club pour peut-être jouer? Pourquoi tu as décidé de ça? Euh, et ben, en fait, faut savoir que alors après ma deuxième année au Mans, ben, j'avais quitté le centre de formation et Mhm. j'avais à ce moment-là des discussions avec Nanterre. Ok. Il y avait en fait des grandes possibilités que je signe avec eux un contrat aspirant où je m'entraîne avec les pros et je joue avec les N3, je crois, quelque chose comme ça. Ok. Mais c'est finalement, ça s'est passé l'été où justement j'étais avec Eric et on a fait un peu tout ce qui est Adidas Nation et la tournée en Afrique et aux États-Unis avec une sélection de joueurs d'origine africaine. Ok. Et Ah, donc, c'est t'as vrai qu'on pas, avait donc un t'as, gros groupe, hein. On avait un gros groupe cette année. Et tu te souviens, genre, comment toi tu t'es trouvé là-bas? Parce que moi, je me souviens, c'était un certain Joe Tuomo qui m'a ramené là-bas. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont venus avec un différent organisme. Genre, ça s'est passé comment pour toi l'arrivée au Adidas Nations et tout ça? Euh, Bah écoute, moi ça s'est fait à travers bah, un de mes coéquipiers de ma première année quand j'étais au Mans, bah, Mohamed, je sais pas si tu Ouais, te rappelles ouais, Mohamed, oui, oui, bien Mohamed sûr. Keita. Il était au Mans avec moi la première année et lui ensuite, après sa première année, il est parti aux États-Unis dans l'école à Stone Ridge Prep avec Baba Karsi. Mhm. Et du coup, à la fin de cette année-là, enfin même pendant l'année, je crois, Mohamed m'avait appelé depuis les États-Unis pour me parler de voilà, la possibilité de faire les AAU, le Adidas Nation, une tournée un peu en Afrique et aux États-Unis. Et en fait, quand j'ai quitté Le Mans, l'opportunité, elle était de plus en plus flagrante et c'était quelque chose qui m'intéressait, quoi. Donc on va dire que c'est par Mohamed, à travers Babacar et ensuite avec des conversations avec Babacar. Mais t'as Stone pas Ridge, hésité, toi, c'était genre, t'as pas hésité, toi, Stack, tu t'es non? pas dit, vas-y, peut-être que Nanterre, c'est bien et tout, t'as pas hésité? Euh,
Si, j'ai un peu hésité parce que on va dire que j'avais des discussions avec Pascal Donadieu à l'époque qui étaient très intéressantes. Euh, je me souviens, il m'avait fait une proposition où c'était différent parce que par rapport au coach que j'avais eu auparavant, il nous a assis avec mon père et il nous a regardé droit dans les yeux et il nous a dit voilà, moi je garantis rien, mais en tout cas, je te donnerai l'opportunité, tu vois. Et c'était quelque chose qui m'intéressait forcément parce que pour moi, même si j'étais jeune, j'avais largement de quoi jouer en Pro B à cette époque-là, ou même de faire quelques entrées. Mais il y avait aussi voilà, cette intrigue des États-Unis. Et c'est après avoir fait tout l'été, tous les différentes compétitions auxquelles on a pu participer que là, j'ai pris ma décision et que j'avais dit à l'agent qui s'occupait de moi à l'époque, écoute, voilà ce que je vais faire parce que finalement, quand j'étais en France, je jouais contre les mecs de ma génération. J'étais plus grand qu'eux, plus athlétique qu'eux. Je dominais, tu vois. Et quand je me suis retrouvé aux États-Unis, j'ai vu des mecs de mon âge, plus grands que moi, plus athlétiques que moi, plus techniques que moi. Et je me suis dit, ah non, mais attends, c'est pas normal. Ça a été un vrai choc, tu vois. Pour moi, c'était une vraie claque. Et le compétiteur que je suis, il s'est dit, bah écoute, pour que je devienne la meilleure version possible que je puisse être, faut que je me confronte à ces joueurs-là toute l'année, quoi. Parce qu'ils ils avaient une confiance en eux. Tu sais, ils sont là, ils marchent, on dirait qu'ils se la racontent, mais en fait, ils se la racontent pas forcément. Ils sont juste sûrs d'eux et ils vont sur le terrain, ils le font, tu vois. Et moi, j'avais besoin de me confronter à ça toute l'année, quoi. Que ce soit à Stone Ridge ou à Casper, je pense que tu as eu des expériences qui t'ont mis en confiance aussi, qui ont, même si tu as une confiance en toi, je pense qu'il te faut des choses concrètes sur le terrain qui te boostent un petit peu, qui te disent, OK, en fait, ouais, maintenant que je suis aux États-Unis et que j'ai pu montrer, que j'ai pu taffer certains joueurs, je peux arriver à ce niveau-là. On va dire qu'il y a eu plusieurs phases d'évolution au niveau de la confiance innée que j'ai. On va dire que l'un des plus gros moments déclencheurs, on va dire, c'est après ma première année du coup. Mhm. C'est OK, là, on retourne dans les AAU. Là. On retourne dans les AAU. Mon dernier été de AAU et ensuite mon dernier Adidas Nation, tu vois. Donc là, c'était OK. très important pour moi à un moment dans la saison de me dire OK, je prépare pour ça, pour ces événements-là, et je vais faire encore mieux que ce que j'ai fait la première année, où finalement la première année, le premier été, c'était la découverte. Là, maintenant, je sais à quoi m'attendre. Maintenant, je vais tous les taffer pour être recruté par North, par Duke. Voilà, tu vises encore plus haut. Et on va tout le travail que j'avais mis en place toute l'année, dès le premier match, euh, ça y est, tu vas en mode freestyle un peu, mais avec énormément de confiance. Tu as bossé et quand tu vois ton travail se réaliser, tu es en train de jouer, mais tu sens que ton travail il paye, tu vois, parce Ouais. que là, tu commences à mettre un shoot, deux shoots, trois shoots, quatre shoots, cinq shoots d'affilée. Ok, tu le faisais pas ça avant, tu vois ce que je veux dire? Tu faisais des petites séries de un, 2, tu dis, ah ça y est, même t'en mettais un, tu disais, ça y est, je suis chaud, mais tu vas rater les quatre autres après. Mais là, tu mets tout et tu fais des grosses séries comme ça, et c'est là que, ok, là, tu te dis, en fait, ça y est, je suis prêt. Et tu vois, je me mettais pas de pression, je me mettais plus de pression, en tout cas, vis-à-vis du prochain match. Il n'y avait plus cette idée de, ok, là, j'ai bien fait, il faut que je fasse encore mieux ou que je fasse aussi bien, tu vois. Non, j'y allais et je faisais, tu vois. Et ça a été un gros élément déclencheur pour moi, on va dire, après une année complète aux États-Unis. Quand tu me parles des marques, ça c'est après 2 ans aux États-Unis, Ouais. euh,
c'est vrai que ça, c'est vraiment l'open gym de référence de toute ma vie parce que, genre, je pensais vraiment pas que ça allait se dérouler comme ça parce que tu vas jouer avec John Wall, tu vois, des joueurs que tu regardais déjà, que tu admirais en secret, tu vois, parce que finalement, ils sont quoi? Ils ont 1 an de plus que toi, tu vas y aller. Donc, déjà, en plus, moi, j'étais pas recruté officiellement, tu vois, c'était un peu comment Ouais. dire, j'étais l'option D, si tu veux. Je me souviens, il y avait un article même qui était sorti où j'étais l'option D. Je pense qu'après cet Open Gym-là, j'ai été considéré comme une vraie option parce que le pick and pop avec John Wall, je ratais aucun shoot, tu vois. Et Mm. c'était vraiment un moment fort dans ma vie. Et quand j'y repense, j'aurais peut-être dû, lui dire de me faire signer à ce moment-là, tu vois, peu importe les notes. Ah, Et, comment donc tu arrives à West Virginia, qui est comme une très grosse D1. C'était peut-être pas Duke ou North Carolina, comme tu disais, mais c'est quand même une université hyper réputée, avec un coach qui est quand même très connu dans le circuit NCAA. Est-ce que est-ce que c'était tout ce que tu imaginais? Est-ce que tu as eu des choses qui t'ont quand même, tu vois, qui étaient spectaculaires, même si tu t'imaginais que ouais, je vais aller dans cette grosse université. Une fois que tu y es, est-ce que ça t'a vraiment, que ça t'a marqué? Oui, ça m'a marqué. Je peux te dire que ça m'a Dans la marqué. Euh, Ce qui m'a marqué, c'était peut-être pas forcément dans le positif, dans le sens où j'étais arrivé. Là, on fait quand même un bond de 5 ans en avant entre, Ouais. entre la première année où j'arrive aux États-Unis et là, il y a beaucoup de temps qui s'est passé, il y a beaucoup d'adversités, beaucoup de doutes sur est-ce que même je vais y arriver. Mhm. Parce que, finalement, la route rien que pour aller en D1 a été très longue. Mais c'est vrai Ouais. qu'une fois que j'y suis, moi j'y suis allé avec énormément d'attentes, mais avec, on va dire, ce sentiment d'accomplissement en fait. Tu vois. Genre, ça y est, j'ai enfin accompli l'objectif que je me suis donné tant d'années en arrière. Tu vois. Et une fois que je suis arrivé sur place, ouais, je me suis dit, ok, mais c'est le, la transition entre le recrutement et une fois que tu es sur place, entre, tu sais, j'étais en période de recrutement où tout le monde est gentil, tout le monde te met sur piédestal, tu vas chez le coach, tout est mis en place pour te finalement brosser dans le sens du poil. Et une fois que tu es là-bas, mais t'es rien, t'es qu'une merde, genre, si t'es pas content, ben, la porte, elle est là, va-t'en. J'étais là, je dis, oh, attends, c'est quoi ça? Genre, je pensais que ça y est, je suis arrivé à l'université, c'est bien. Je pensais qu'il y avait ce sentiment je sais pas, de fraternité, mais alors que non, on a tout de suite été mis les uns contre les autres. Donc, j'étais sur place avec le préparateur physique. Préparateur physique, c'est un grand mot, hein, c'est un bodybuilder qui te fait faire de la muscu pour Du devenir futur. La musique, balèze. la du futur. Là, c'est un mec, c'est le transporteur avec le corps de Arnold Schwarzenegger. C'est exactement lui. Il a, il a la tête du transporteur, mais il a le corps de Schwarzenegger. Et il nous faisait faire de la muscu, mais j'ai jamais fait ça de ma vie, tu vois. Il nous disait des trucs, mais c'était c'était que négatif. Et franchement, je l'ai pas souvent dit ça, mais après une semaine, je savais que je voulais même plus être là, tu vois. Donc toute l'année, j'ai dû la faire mode survie. ouais, c'est ça, survie, tu vois. Alors que cette expérience finalement dans laquelle j'avais mis tant d'attentes, parce que Ouais. pour moi, basketball parlant, j'étais prêt. Je vais faire une année.
je vais tout à fait, parce que s'il me donne les ballons et je joue mon jeu, il n'y a aucun doute dans mon esprit que je vais aller en NBA après ça. Ok. Bah non, finalement, ça a été de la survie. Et ça a été simple vraiment tous les jours. Non, au contraire, sachant que après un mois, j'ai dû me faire opérer du genou. Sachant que j'avais mal, mais sachant que la douleur, finalement, c'est assez personnel. Et aux États-Unis, on te juge. Tu sais, si tu as un peu mal, ils savent pas si tu as mal. Eux, ils vont juste dire, voilà, suck it up, euh, be tough, toi, tu dois être dur, tu dois être un guerrier. Mais en fait, non, si j'ai mal et que je dois me faire opérer, finalement, t'attends que ma jambe, elle se casse comme Paul George pour dire, ok, là, il va peut-être pas pouvoir marcher dessus. Non, mais c'était pas très logique pour moi. Et j'ai dû me faire opérer et je suis revenu assez vite. Hein. Je me suis fait opérer du ménisque. Le lendemain, il me faisait faire de la muscu dessus. Tu sais, genre, j'étais là en souffrance, tout ça. Il faut absolument que tu reviennes pour préparer, faire le début de la saison parce qu'il y a énormément d'attentes pour toi. Parce que finalement, il y avait un peu cette contradiction entre ouais, t'es nul, tu sers à rien, mais dépêche-toi, on a besoin que tu reviennes, tu vois. Ouais, je Il a vois. besoin d'être 10 à l'entraînement, gros. Blessé ou pas, on a besoin d'être 10 à l'entraînement. Ouais, non, non, c'était vraiment, il avait besoin de moi, tu vois. Il avait besoin de moi parce que j'avais quand même de grosses attentes. Il me connaissait dans le sens où, si tu veux, quand j'ai quitté Stone Ridge, je suis allé à Mountain State Academy en Virginie occidentale, justement, en West Virginia. Et mon coach, il avait joué pour Bob Huggins quand il était à Cincinnati, tu vois. Ouais. Donc, Ok. donc, il me connaissait, tu vois. Il me connaissait très bien parce qu'il avait des retours directs de la part d'un de ses ex-joueurs sur le joueur que j'étais, tu vois. Donc, Ok. il me connaissait exactement, il savait qu'il avait besoin de moi. Si le score il est serré ou si tu as besoin de mettre un panier pour mettre tout le monde, je sais pas, dans la dynamique, il prend un temps mort, il fait un système et il sait que franchement, 7 fois sur 10, je vais te le mettre, le shoot à 3 points, tu vois, après qu'il a annoncé son système. Donc, il avait besoin de moi tellement que je suis en train de faire ma rééducation. Je me suis fait opérer il y a 5 jours. Les mecs, ils font que de la merde à l'entraînement. Je suis sur le côté. Ils les engueulent. Et à un moment, boum, je me fais engueuler, tu sais. Ça, c'est la base. C'est la Genre, base, les coachs, ils ont. je me fais engueuler. Je me dis, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait? Les mecs, ils sont sur le terrain. C'est eux, ils font que de la merde. Mais toi, il me dit, ouais, toi, t'as intérêt à vite te remettre, je sais pas quoi. Comment ça, j'ai intérêt à vite me remettre? Je comprends rien, tu sais. Donc, c'était un peu. C'était une grosse expérience parce que j'ai appris à me connaître, hein, vraiment, tu vois. Tu sais pas à quel point tu es déterminé euh, avant de faire face Ouais, à des des situations compliquées. adversités Ouais. des adversités comme celle-là, quoi. Et, et il te restait un an là-bas. C'est-à-dire que toi, tu étais arrivé, tu étais un junior, donc il te restait 2 ans. Tu as fait un an à West Virginia. Tu es revenu en France l'été, ta famille et tout. Pourquoi tu as pris cette décision, qui est quand même une énorme décision, euh, de pas retourner alors que tu avais fait quand même une saison correcte, c'est-à-dire que tu aurais pu sûrement faire une. Après, je sais pas quels étaient les freshmen qui arrivaient, etc., mais tu aurais pu repartir pour une dernière année senior. Pourquoi tu as fait ce choix-là? Bon, après, là, tu nous as un peu expliqué, maintenant j'ai une idée, quoi, mais toi, tu as décidé, malgré tout ça, de ne pas faire une dernière année là-bas. Bah, déjà, bah, avec ce que je vous ai un peu Voilà. expliqué juste avant, après une semaine, je savais que je voulais plus être là. Donc, du coup, j'ai même pris. Je me souviens, j'avais discuté avec un des assistants coach et je lui ai dit, genre, ça y est, moi, je veux me barrer, tu vois. Il m'a dit, ouais, teste, fais l'année, tout ça, tu vois. Il m'a mis un peu une disquette, on va dire, pour me. Tu sais, Ouais. en plus, il m'a emmené au resto, il m'a bien mangé, tout ça. Ensuite, il m'a amené chez lui, il m'a donné
une paire de Air Max 95 originale, tout ça. Enfin, tu sais, il m'avait mis un peu bien, tu vois. Euh, donc, et en plus de ça, finalement, c'est encore parlé aux compétiteurs que je suis. Je vais faire l'année. Je vais tester tout ça, tu vois. Mais du coup, ouais, pourquoi je suis pas resté, c'est parce que on va dire que j'avais créé un lien très fort avec avec plusieurs de mes coéquipiers, mais avec surtout un de mes coéquipiers qui il arrive comme ça un jour et il se dit ça y est, j'ai dit à Huggins que je me barre. Et quand il arrive et il dit ça, tu vois, là, je te cache pas, j'étais là, j'ai dit ah, franchement, ça va être chaud là. Genre, je sais pas qui va être là l'année prochaine. Mais en gros, limite, tu sais, c'est comme si ouais, ton frère, il se barre parce que Ouais. lui-même, il peut plus le faire et tu es là, tu te dis, limite, tu vas pas pouvoir le faire, quoi. Et sachant que finalement, toute cette adversité-là que j'ai vécue dans l'année, moi, ça me mettait un peu dans le sombre, tu vois. Je commençais à avoir un peu voilà, des pensées pas très jolies, tu vois, Ouais. vis-à-vis de. Des doutes, des pensées négatives, des choses comme ça. Ouais. Ouais, j'étais pas bien, tu vois. Mm. Et ce qui m'aidait dans l'année, c'était vraiment voilà, les échanges que je pouvais avoir avec Aaron, avec d'autres coéquipiers, mais sachant que lui, il va se barrer. Un autre coéquipier, Terry Anderson, qui est lui ensuite allé à Ouais, mais North attends, Carolina State. mais sauf que ces gens-là, ils ont transféré, tu vois. Pourquoi toi, t'as pas décidé de transférer dans une autre fac aussi, tu vois? Pourquoi t'as décidé de même plus du tout repartir aux États-Unis? Il y a la règle, non? Alors, alors comme j'avais signé dans l'année ma lettre de reconduite pour l'année prochaine, je pouvais pas transférer du. Je sais, et, tu sais, ils ont un système bizarre avec le nombre d'années que tu as Ouais, ouais, fait. ouais. Parce que j'avais déjà redshirt quand j'étais en JUCO. J'aurais pas pu transférer de West Virginia à une autre D1. Donc, j'aurais pas pu aller de West Virginia à Ouais, ok. Michigan State, par exemple. Parce que quand j'ai fait la visite avec Aaron à Michigan State, Tom Izzo, il regarde les vidéos de Aaron, mais moi, je suis là avec lui, et il regardait mes vidéos aussi, et il disait, ah ouais, non, mais j'aimerais bien qu'on vous prenne tu sais, il parlait d'un package, tu vois, où il nous prend tous les deux, tu vois. Mhm. Et tu sais, j'ai Tom Izzo qui me dit ça, qui me dit, je sais pas pourquoi on t'a pas recruté quand tu étais en JUCO, tout ça. Moi, je suis là, c'est limite une autre claque où je me dis, bah, en fait, ouais, à West Virginia, ils m'ont bien dit que j'étais une merde alors qu'ils avaient besoin de moi. Et là, j'ai Mm. un coach historique qui me dit, ouais, qu'il aimerait bien me prendre pour les années qui vont suivre, tu vois. Donc, pourquoi j'ai pas voulu revenir? Tout simplement parce que ça y est, c'était la fin pour moi. Je me suis dit, j'ai fait toutes ces années euh, loin, de, loin de ma famille, loin de mes amis, où j'ai fait tant de sacrifices. Il y avait un truc en moi qui me suis dit, bah, de toute façon, je suis prêt. Qu'est-ce que j'attends? Là, je peux même faire les combines de la draft. Je vais les taffer, les mecs en face de moi. Là, je me suis dit, en fait, tout ce que j'ai besoin, c'est qu'on m'enlève cette épée de Damoclès que j'ai au-dessus de la tête, ou ce nuage de négativité, avec des coachs qui, toute l'année, te disent t'es qu'une Ouais, merde, ou tu ouais. sais rien faire, tout ça. Tout ce que j'ai besoin, c'est qu'on m'enlève ça, qu'on même pas me donne de confiance, tu vois. Même que tu me dis Mm. bonjour et que tu me respectes un minimum, je savais que les mecs sur le terrain, j'allais les avoir en face de moi et j'allais les bouffer, tu vois. Tout ce que j'avais besoin, en fait, c'est de l'opportunité. Et bah, malheureusement, elle est jamais venue. On va dire que elle est venue, mais j'ai pas su saisir le timing aussi parce que j'aurais pu faire des, des tests avec les Knicks à l'époque. J'ai raté un peu, mais j'y croyais pas vraiment non plus, tu vois, genre, tu sais, c'était un peu dur pour moi de repérer, de faire confiance après cette année-là. Et l'Angleterre, parce que finalement aussi, quand je suis revenu en France, euh, il y a des gens qui m'appelaient un peu tout ça. Et c'est marrant, on m'avait parlé de Pro B, tu vois. Ouais. Et
qu'il y aurait des équipes soi-disant intéressées par moi. Et moi, franchement, j'étais un peu, je pense, un peu plus abus de ma personne que je le suis aujourd'hui. Et Attends, c'est disons, froid, quoi. Froid ou rien, quoi. non, mais attends, je me suis tout de suite dit, mais attends, il parle de Pro B. Moi, je suis un joueur de D1, de première division, mais qu'est-ce que je vais aller faire en deuxième division, tu sais? Donc j'ai dit non, vas-y, ils veulent pas de moi en Pro B, bah c'est pas grave. C'est quoi la France? Bah ils veulent pas me respecter, ils veulent pas me, voilà, me donner la valeur que je devrais avoir. Ah bah c'est pas grave, je vais en Angleterre, je vais faire un an. Je vais en Angleterre, je vais faire un an en Angleterre dans ce championnat de merde là. Et je vais tout retourner, je vais mettre 40 points par match et je vais aller en NBA. C'était ça pour moi. Là, c'était, je l'avais, c'était exactement ce que j'avais en tête. Genre, sachant que, bon, voilà, il me proposait un bon petit billet, tu vois, Mhm. comparé au fait que pendant des années, je touchais à rien. C'était Ouais. intéressant pour moi de toucher ça, tu vois, sachant qu'en Pro B, ils nous auraient jamais proposé autant. Ok. Et, et voilà, et en plus, c'était même pas sûr, c'était peut-être, tu vois. Et ils m'auraient traité comme un jeune, Ouais, 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 comme ouais. si je sortais d'espoir, alors que je sortais de. Genre, je sais pas, je venais de jouer contre Andrew Wiggins, Joel Embiid, Marcus Smart. Cette année-là, j'ai joué contre des mecs NBA, genre. Et j'ai quand même fait des grosses performances, tu vois. On joue contre les numéros 11 du pays sur ESPN, tout ça. Je te fais un 6 sur 8 à 3 points, tu vois, genre meilleur marqueur du match. Non, j'ai fait des vrais perfs, tu vois. Les statistiques, elles sont up and down parce que forcément, voilà, C'est t'es ta dans un première année surtout. système. T'es première année, t'es dans un système. Voilà, le coach, il est pas content de toi cette semaine-là, il va pas te mettre dans le 5. Il est content de toi cette semaine, il va te mettre dans le 5. Euh, une action, il est pas content, sort, tu retournes plus sur le terrain. Tu sais, surtout que lui, il est très émotif, tu vois, il est que basé sur l'émotion, tu vois. Il va te sortir, il va te crier dessus, t'insulter toute ta famille. Et après, il va te remettre sur le terrain pour avoir un shoot exceptionnel. Genre, tu sais, Ouais, donc, Il était connu pour ça, Bob Huggins. ouais, franchement, mais entre ce qu'il est connu pour et ce qu'il fait vraiment, franchement. Parce que voilà, il y a des choses aussi qu'il fait devant les caméras qu'il fait pas quand tu es à l'entraînement, tu vois. Genre, Donc, il exagère son image. ouais, donc par exemple, devant la caméra, quand il va te crier dessus ou il va te parler, il va se mettre juste près de toi, là, tu vois. Ouais. Mais devant la caméra, tu vois, parce qu'il sait que devant la caméra, tu vas pas le pousser ou tu vas pas lui en mettre une, tu vois. Et c'est marrant parce qu'on pourrait croire qu'il fait ça à l'entraînement, alors que non, pas du tout. À l'entraînement, Mhm. au contraire, il est très loin. Enfin, il continue à crier très fort et il t'insulte, tu vois. Mais il est loin, tu vois. Donc ça veut Ouais, dire ouais. que si je voudrais, enfin, pardon, si je voulais faire quoi que ce soit, genre, je serais obligé de taper un sprint et de faire un saut ninja ou je sais pas, c'est un vrai truc, tu vois. Ouais. Mais Et ouais, du coup, je suis parti en Angleterre parce que pour moi, voilà, j'étais pas, je trouvais que j'allais pas être apprécié en France. Et, euh, et pour moi, c'était très clair. Je vais aller en Angleterre et je vais aller en NBA après. mais un des plus gros challenges pour moi, en tant qu'athlète qui revient en France, c'était de trouver un agent auquel je faisais confiance. Parce que les agents Facebook, tu vois, quand tu sors de l'université, tu as une trentaine d'agents qui, je t'ai vu, tu as un bon profil, tu des promesses, des promesses. Et après, ils te proposent des pays genre l'Arménie et tout. Je suppose que tu en as eu plein des comme ça. Genre, Ouais. avant de choisir cet agent-là qui t'a proposé ces pays-là, genre, c'était quoi ta mentalité, ton approche par rapport à ta signature avec cet agent? Ou c'était un truc de longue date et tu lui faisais confiance déjà auparavant? Parce que c'est un truc que nous, il nous manque beaucoup, les athlètes qui quittent la France jeunes. Ouais. Bah écoute, pourquoi j'ai choisi cet agent-là? Parce que le gars qui m'a proposé l'agent, il venait d'Indianapolis, tu vois. Mhm. Euh,
l'un de, je dirais même l'un de mes mentors, ou voire mon mentor attitré, c'est le père de Aaron, qui avait quitté West Virginia avec moi. Et le père d'Aaron m'a dit, bah, écoute, le gars là en question, moi je le connais, pour moi il est réglo, tu vois. Parce que je lui ai demandé carrément, je lui ai dit, est-ce que tu penses que je devrais lui faire confiance, tu vois. Et il m'a dit comme ça, il m'a dit, ouais, il est réglo, après, je le connais pas plus que ça, il m'a dit cash, tu vois, je le connais pas plus que ça, mais pour moi il est réglo et je vois pas où est le problème, tu vois. Donc on va dire que j'ai, entre guillemets, eu son aval sur, sur le gars en question. Donc je me suis dit, ok, je vais suivre cette direction-là et je vais prendre l'agent qui me propose. Et sachant que quand le salaire, et je l'ai vu là, tout ça, je me suis dit, ok, si je commence là, c'est bien, tu vois, sachant que c'est des livres sterling, tu fais le change en euros, voilà, je vais être plutôt, je vais pas être, je vais pas rouler sur l'or, mais c'est mieux que ce que j'avais avant, tu vois. Donc on va dire que c'était un peu le processus qui était en moi, sachant que à ce moment-là, la seule personne en qui j'avais confiance vraiment, voilà, c'était la famille d'Aaron et son père. Les autres, c'était que des ennemis, tu vois. Donc c'était un peu ça le processus pour moi de penser. Et après ça, t'as joué 2 ans en France, c'est ça? Après ça, 2 ans et demi, parce que j'ai fait une pige au Jet de Vosges en N1, Mhm. et après j'ai fait 2 saisons de Pro B. Ouais. 2 saisons de Pro B. J'ai toujours gardé un œil sur toi. J'ai vu que tu as fait une grosse entrée quand même. En début de saison, tu étais genre meilleur scoreur de ton équipe et tout se passait bien pour toi. Tu as re-signé, tu as refait un an en Pro B et d'un coup, tu as décidé d'arrêter le 5-5 pour faire une transition dans le 3 contre 3. Ouais. Donc, explique-nous un peu la décision derrière, la pensée derrière la décision. Ouais, bah écoute, le 3-3, déjà, j'ai commencé. La première compétition que j'ai fait, c'était en 2016. Et en 2016, on fait l'Open de France euh, avec des jeunes qui m'ont proposé ils m'ont demandé comme ça, parce que tu connais, voilà, l'été, on joue sur Paris. euh, et j'étais au gymnase à Belleville. Et un jeune que j'avais déjà rencontré la semaine d'avant, tout ça, il vient me voir, il me fait, ouais, tu connais le 3-3, tout ça. Je lui dis non. Et il m'en a parlé et tout. Il m'a dit, bah écoute, si t'es intéressé, on a un tournoi, je crois que c'était à Porte d'Aubert. Mhm. Soit à ouais, je crois que c'était à Porte d'Aubert ou quelque chose comme ça, là. Et tu fais ça, et si on gagne le tournoi, on se qualifie pour l'Open de France. Tu vois. Et moi, j'ai fait ça avec mon pote, le jeune, et son pote à lui, tu vois. Et j'ai dit, bah, pourquoi pas, tu vois. Et quand on l'a fait, le tournoi, bah, déjà, il y avait du niveau, je savais pas. J'allais rencontrer des gars comme bah, des mecs de Pro B, tu vois, des mecs de N1, tout ça, voilà, des gars, tu vois, qui game et tout. Et tout de suite, j'ai kiffé parce que j'avais cette liberté de pouvoir game, là, vraiment, tu vois. J'étais pas en système où tu te dis, ouais, Rémi, pick and pop, et juste t'attrapes et tu shootes, tu vois. Non, là, j'attrape le ballon et là, le gars, il va devoir vraiment défendre sur moi, tu vois. Donc, Ouais. je vais lui sortir les moves, les crosses, les step back, tout ça, bref. Tu vois, je vais lui sortir toute la panoplie. Et, tout de suite, j'ai kiffé, tu vois. On gagne le tournoi. Ouais. Et on va à l'Open de France. À l'Open de France, on va jusqu'en demi-finale où on joue contre l'équipe de France, tu vois, de l'époque. Et C'était on quoi? perd. Il y avait quoi? C'était quoi l'équipe? C'était quoi? C'était Angelo, Dominique, tout ça? Alors, Angelo Tsagarakis, Charles-Henri Bronchard, Dominique Gentil et Maxime Courby, tu vois. Ouais, Donc, ouais. voilà, des gros joueurs de 3-3 et des gros joueurs de 5-5 respectifs, tu vois. Donc, moi, je fais un gros match contre eux, franchement. On perd 21-17. Voilà, on a perdu parce qu'ils avaient l'expérience. Sachant que tu jouais avec des mecs du quartier, quoi.
Ouais, exactement, tu vois. Et moi, j'étais même pas encore, bon, entre guillemets, entre nous, voilà, on sait que moi, dans ma tête, en tout cas, je suis plus chaud que eux tous. Mais il fallait encore aller sur le terrain et le montrer, tu vois, parce qu'à ce moment-là, Ouais. je ne me connais pas vraiment. Il y avait juste Dominique qui me connaissait parce que j'avais joué contre lui à Porte de Montreuil et Mhm. Ouais. j'avais fait en sorte qu'il me connaisse à l'époque où on avait Eh, joué. j'étais là. Eh, Eric, j'étais là, gros. C'était un des plus gros match-ups de ouf, gros. C'était ouf. À Porte de Ouais. Montreuil, ça jouait un contre un, en gros. Entre eux et lui et Dom, c'était ouf, gros. Maintenant, est-ce qu'il Bref. a taffé comme il dit qu'il a taffé? Franchement, il l'a taffé. J'aime bien Dom, et Dom, il est fort, et Zikfi, mais il faisait des step back du milieu de terrain, Rémi. Donc. Euh, et, euh, et du coup, genre, quand on perd contre eux en demi-finale, bah, voilà, je suis dégoûté parce que forcément, tu veux gagner, mais d'un côté, il y a un peu cette satisfaction de se dire, voilà, on a quand même perdu contre l'équipe de France, tu vois. Mhm. On n'a pas démérité. Et après ça, je signe du coup à Évreux. Donc ça, c'était Ouais. en juillet, tu vois. Je signe à Évreux en septembre. Et pendant l'année, voilà, Richard Bian, le sélectionneur des équipes de France de 3-3, m'appelle. Non, d'abord, c'est Karim, pardon. Karim Souchu, l'assistant, qui m'appelle et qui me demande si je serais intéressé pour faire le stage avec l'équipe de France, tout ça, parce qu'ils font un camp de rassemblement en février. Il m'a demandé si je serais intéressé. Et je lui ai dit que oui, tout ça. Et en fait, on va dire que c'est en même temps, voilà, en février, bon, à ce moment-là, j'étais toujours, je crois, deuxième ou troisième meilleur rebondeur de Pro B. J'étais dans les meilleures statistiques, tout ça. Euh, mais il y avait ce truc avec le 3-3, la possibilité d'être en équipe de France qui m'intriguait, tu vois. Quand vers la fin de la saison, donc on est en play-off, on se qualifie le dernier match pour aller en play-off, et ben, il me rappelle à ce moment-là. Et voilà, c'est la compétition qu'on préparait à ce moment-là, en tout cas avec l'équipe de France 3-3 que j'aurais pu préparer, c'était la Coupe du Monde, tu vois, qui a eu lieu à Nantes. C'était pas négligeable pour moi parce qu'il y avait quand même, voilà, ok, c'est bien, j'ai des ambitions avec mon club en play-off et aussi des ambitions pour jouer au plus haut niveau professionnellement parlant, tu vois. Mais il y avait cette idée de faire l'équipe de France 3-3, tu as cette liberté voilà, qui jouait, tu vois. J'ai envie de dire, malheureusement ou heureusement, on est allé au deuxième tour des playoffs, donc j'ai pas pu être appelé, tu vois. Et ça s'est réitéré l'année d'après quand je suis à Rouen, tu vois. Je Ouais. refais le camp, il y a encore des compétitions, des échéances, et je peux pas les faire parce que, voilà, on se qualifie avec, au deuxième tour, encore une fois, des playoffs avec l'équipe, tu vois. Donc, ça, voilà, c'était pas compatible les deux, tu vois, sachant que mon amour pour le 3-3 était plus forte que mes ambitions avec mon club ou que je pouvais avoir dans le 5-5, tu vois. Ok. Parce qu'il y avait vraiment voilà, cette liberté d'être que tu n'as pas dans le 3-3 qui est présent dans le 5-5, tu vois. Je pense que tu sais très bien ce que c'est, Eric. Tu travailles et même toi, Sam, tu vois, mais on travaille sur notre game toute l'année. Tout l'été, on se prépare pour faire face à différents scootings qu'on va avoir de la part des équipes et tout. Mais quand ton coach, il a un schéma pour toi qui est précis et tu ne dois pas t'en écarter parce que si tu fais plus, bah, tu ne vas pas jouer. Et finalement, ça te limite. Quand tu es scouté, quand moi je suis scouté toute l'année pour faire du pick and pop et que j'arrive en playoff, bah, le pick and pop, les mecs, ils sont là, mais ils savent que s'ils me laissent attraper le ballon, le coach va les sortir. Euh, donc les mecs, en plus, ils te laissent jouer encore plus physique, les arbitres, tout ça. Et que finalement, moi, j'ai plus de répétitions où j'attrape la balle et là, je peux y aller. Ben, voilà, limite, je peux plus rien faire. J'ai l'impression de plus servir à Non. quoi que ce soit parce que
si je peux plus faire mon pick and pop, j'ai plus la balle, je peux pas shooter. Et si je le mets pas, poum, tu sors. Voilà quoi, genre, j'en avais un peu ras-le-bol de tout ça, de me trouver un peu limité dans par rapport à ce que je pouvais faire sur le terrain. Et de voir que, en fait, finalement, d'un côté, j'ai aucune limite, tu vois. Mais à part, Et, à part le fait des limites et de la liberté et tout, parce que bon, c'est très bien que tu es un joueur hyper complet et que tu peux faire plein de choses, est-ce qu'il y avait aussi le truc du respect, tu vois? Parce que j'ai l'impression que je te connais, et moi je sais très bien que sur tous les terrains où on va, que ce soit contre des petits ou contre des joueurs NBA, tu vas jouer ton jeu et tu vas vouloir faire en sorte qu'on te respecte, tu vois. Est-ce que tu penses que le 3-3, ça t'a amené ce truc entre guillemets, qu'on puisse respecter vraiment tout ton travail, ta panoplie de joueurs comparé au 5-5, où bah, on te respecte peut-être pour un truc, c'est-à-dire peut-être pour toi, pick and pop, alors que dans le 3-3, vraiment, on va respecter ton game, quoi. ouais, je pense que c'est ça. Hein. Comme tu dis, dans le 3-3, on va entièrement respecter mon game. Dans le 5-5 également, mais le truc avec le 5-5, c'est que si je fais ça, on va dire que je vais être mal vu parce que c'est comme si je vais me prendre pour un Américain, tu vois. Ouais. Alors que non, je suis français, euh, je suis Montreuillois Montreuil, même pour Montreuil, tout, Montreuil, Montreuil. ouais, je suis Montreuillois même pour tout te dire. Et quand j'étais aux États-Unis, je jouais contre des Américains et les mêmes Américains qui sont aujourd'hui en proie ou même certains que je connais, j'ai joué contre eux, ils sont en Euroleague. Les mecs que j'ai joué contre eux, ils sont au Barça, tu vois, Ouais. des équipes comme ça. Est-ce qu'ils sont plus forts que moi? Non, je pense pas. Est-ce qu'ils ont été mis dans les situations où ils pouvaient ensuite briller? Je pense que oui, tu vois. Je pense il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup de facteurs en jeu. Après, voilà, le fait que sur le terrain, je perde la confiance dans l'année, c'est, on va dire que je vois les choses dans les deux sens. C'est-à-dire que je leur ai donné la possibilité au coach que j'avais de me laisser, de me prendre ça, tu vois. Mais d'un côté, on va dire que si j'aurais continué à rester trop sur mes convictions, tout ça, tout de suite, tu vas être catalogué. Déjà que je l'étais, j'étais Ouais. déjà catalogué, mais je pense que ça aurait empiré les choses. Après, quand je regarde un peu la trajectoire que j'ai prise aujourd'hui, j'ai aucun regret parce que c'est avec toutes ces expériences-là, pardon, que ça, je peux aujourd'hui affirmer que dans le 3-3, je vais faire de grandes choses, tu vois, que ce soit sur le terrain ou en dehors, parce que ça me permet aussi d'organiser des événements. J'ai Ouais. pu organiser un tournoi à Montreuil, justement. Euh, donc, non, moi, je suis content aujourd'hui de, de, on va dire, de toutes mes aventures parce qu'aujourd'hui, j'en suis là et j'ai aucun regret, quoi. Hmm. Moi, je pense que. Qu'est-ce que tu penses? Parce que moi, je sais que. Bon, après, moi, j'ai un parcours un peu différent, mais je sais que Eric, il a un parcours plus similaire au tien que moi, j'ai, par exemple. Pourquoi tu penses qu'on ne t'a pas autant respecté que ce que tu voulais quand tu es revenu en France, après West Virginia, par exemple? Si toi, pourquoi est-ce que tu penses que ça t'arrive pas qu'à toi d'ailleurs? D'ailleurs, peut-être tu peux parler plus globalement, tu vois, pourquoi ça a pu arriver à toi, à Eric, même à Ron, à d'autres personnes? Pourquoi est-ce que tu penses que les Français partent aux États-Unis et qui reviennent en France sont catalogués d'une certaine manière? Franchement, je sais pas. Hein. Et je pense que c'était ça aussi qui était très frustrant, c'est que t'as pas de réponse, tu vois. Hmm. T'as pas de réponse, tu es dans l'incertitude. Euh, Moi, je suis quelqu'un, oui, je suis sûr de moi, je sais ce que je vaux, mais je suis aussi quelqu'un voilà, je suis à la recherche moi, mon but dans la vie, c'est de devenir la meilleure version de moi-même possible, tu vois. Hmm. Et c'est pas que sur le terrain de basket, c'est dans la vie de tous les jours, tu vois. Donc, je suis Ouais, en constante recherche d'évolution, tu vois. La remise en question, ça fait partie de l'évolution, mais ça fait aussi partie
du doute, de l'incertitude et de la peur, tu vois. Moi, je veux pas me remettre en question. En tout cas, je vais pas me remettre en question jusqu'à avoir des doutes et des incertitudes sur mes aptitudes dans la vie ou sur le terrain de basket, tu vois. Donc, euh, quand tu n'as pas de questions, enfin, quand tu n'as pas de réponse à ces questions de pourquoi, est-ce que en tant que joueur français, avec mon parcours, bah, j'ai pas de, ouais, le respect ou on va dire l'engouement qu'il pourrait y avoir comparé à d'autres, Le respect, hein, bah on peut dire écoute, ça. bah je veux même pas trop m'attarder là-dessus. Genre, ils sont comme ça et puis c'est tout. Et limite, tant pis pour eux parce que moi, je vais faire mon bout de chemin, je vais accomplir mes objectifs que je me donne et je sais que je vais avoir du succès et à la fin, limite, je me dis hey, ils m'ont pas, bah, tant pis pour eux, parce que moi, je vais Ah, continuer c'est ma sûr, vie, je hein. vais continuer à progresser. Ah ouais, y a pas beaucoup de Rémi Djibo en France, hein, ça c'est sûr. Mais est-ce que, comment tu, d'autres Français, d'autres jeunes qui auraient pu, ou qui sont partis, ou qui sont maintenant aux États-Unis, ou qui pensent à partir aux États-Unis, ou des trucs comme ça, comment est-ce que eux, ils peuvent se dire, avec toute, parce que c'est quand même, c'est arrivé pour pas mal de joueurs, de se dire, bah vas-y, attends, moi je vais faire hop en NCAA, je vais revenir en France, boum, je vais pouvoir m'imposer dans le championnat français. Comment est-ce que tu peux, tu vois, comment est-ce que eux, ils peuvent être rassurés sur ce sujet, ou pas d'ailleurs? Bah, ce que je pourrais dire, c'est que, tu vois, c'est un travail sur soi-même, dans le sens où est-ce que l'approbation des autres, est-ce qui est, est-ce que c'est un tout, tu vois? Est-ce que c'est ça qui va apporter plus de crédit à qui tu es ou ce que tu veux Ouais. paraître, tu vois? Parce que c'est Mais ça gros, moi, aussi, je tu pense, vois? ouais. Mais ça, je pense que c'est une question qu'on peut se poser dans la vie de tous les jours, mais je pense que dans le basket, gros, et moi, je pense que moi j'ai du mal avec ça. C'est tellement important, gros. C'est même plus important que le niveau où tu vas jouer, tu vois. C'est que les gens, ils respectent ton game. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de joueurs qui préfèrent signer à un niveau plus élevé et pas jouer que de signer peut-être à un niveau plus inférieur, tu vois, et avoir du temps de jeu parce que c'est la reconnaissance des autres, de se dire, ah ouais, lui, il est dans un effectif de pro. Euh, donc je pense que le sport et le basket encore plus, ça nous conditionne à ça quand même. Je sais pas si c'est une question de respect ou plus une question de compétition. Genre, le compétiteur en moi, si genre moi j'ai l'ambition et le. Genre, si moi je sais que je suis capable de jouer à ce niveau-là, j'ai travaillé pour, j'ai fait le taf, j'ai prouvé contre d'autres joueurs, que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays européens, que je peux dominer à ce niveau-là. Genre, que les gens ils disent que ouais, Eric, il est pas fort ou tout ça, mais tant que j'ai mon opportunité de prouver à moi-même, c'est pas nécessairement pour les gens, c'est juste pour moi-même. Genre, le compétiteur en moi, il a envie de jouer contre ces gars-là parce qu'il sait que genre, j'ai fait le taf. Ouais. Je veux me le prouver à moi. Genre, c'est pas. Parce qu'en vrai, à la fin de la journée, en tant que compétiteur, moi, je me dis juste ça. Si je me retrouve sur une des plus grandes plateformes européennes et que j'arrive à jouer mon jeu, gagner, enfin, à dominer comme je sais que je peux le faire, même si je ne suis pas le meilleur joueur de la ligue, même si je n'ai pas la reconnaissance, même si je n'ai pas les journaux, même si je ne suis pas dans les journaux, je n'ai pas la reconnaissance dans les réseaux sociaux, je serais quand même content de moi. Genre, c'est pour moi que je le fais, c'est pas pour la reconnaissance, tu vois. Après, ce qui fait le plus mal, c'est le fait on te retire cette opportunité juste comme Rémi l'a dit tout à l'heure, on ne sait pas pourquoi. On te dit juste non, tu viens de West Virginia, mais tu vas aller là-bas, tu vas en troisième division. Et tu comprends juste pas, genre, pourquoi je n'ai pas cette opportunité. Juste laissez-moi vous le prouver, au moins. Et après, voilà, si je floppe, je floppe. Et c'est moi, c'est mon dos. Genre, à partir de là, genre, je comprends. Mais ce n'est pas nécessairement une reconnaissance. Je n'ai pas besoin d'être respecté dans le monde du basket. C'est plus, je veux me prouver à moi-même que je belong, que je mérite d'être ici, quoi, je veux juste me le Ouais, prouver à Ouais. moi. t'appartiens, ouais. Donc, level, ouais. Bah c'est intéressant ce que tu dis, Eric, parce que finalement, c'est vrai qu'il y a un peu des deux. Entre ce que tu dis ça, mais ce que tu dis, Eric, c'est que finalement, c'était un peu ce qui m'animait dans le sens où ouais, j'ai besoin qu'on me respecte, tout ça, mais j'ai besoin aussi de, d'aller leur montrer à ces mecs-là qui sont à ce niveau-là que non, je vous bouffe, tu vois.
Genre, Mm. mais encore une fois, mais faut que j'ai cette liberté d'expression, tu vois. Parce que si je l'ai, après, il y a énormément de joueurs qui pourraient penser ça, tu vois. Mais c'est pour ça que finalement, le 3-3 est là. L'été, tous ceux qui, à n'importe quel niveau, pensent qu'ils ont ce qu'il faut, eh ben, on y va et on se donne parce que on a l'opportunité de le faire. On a cette liberté, tu vois. Il y en a énormément qui sont comme ça. Il y en a d'autres, après, c'est à l'entraînement. À l'entraînement, c'est Michael Jordan et ils arrivent en match. Voilà, Ils sont c'est difficiles. B.J. Armstrong, tu vois. C'est pas la même chose, tu vois. Mais non, ouais, je pense qu'il y a un peu des deux. Mais le facteur, en tout cas, compétition interne sur la fin, c'était voilà pourquoi j'ai décidé d'aller en Pro B. Pourquoi, même si j'avais de la Jeep Elite qui venait, je l'ai considéré, mais d'un côté, il y avait voilà, okay, le 3-3. Finalement, voilà, c'est mon chemin, quoi. Autant que tu es épanoui, et que tu te sens à l'aise avec toi-même, c'est le plus important, tu vois. C'est vraiment enfin, à la fin de l'histoire, c'est ça. Euh, Ouais, mais c'est vrai que ce que vous dites par rapport aux jeunes qui aimeraient suivre le chemin de la NCA, tout ça, ou des États-Unis, pas forcément de la NCA, mais de poursuivre le rêve américain, c'est c'est pas fait pour tout le monde, tu vois. C'est pas une fin en soi d'aller aux États-Unis ou d'en revenir, parce que finalement, euh, bah, tu l'as bien vu, Eric aussi, on doit à chaque fois redéfinir quel est l'objectif à court terme, à moyen terme et à long terme, tu vois. Comme j'ai dit, moi, mon objectif à long terme, les gens, ils l'auraient peut-être jamais su, mais c'était ça, c'était de pouvoir devenir la meilleure version de moi-même possible. Donc, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, avec toutes les expériences de la vie que j'ai eues jusqu'à présent et que je vais continuer à avoir, c'est de pouvoir, voilà, devenir une meilleure personne. Euh, je ne l'ai pas toujours été. J'ai eu Normal. des phases où, dans la compétition, tu étais tellement dans la compétition que tu en négliges ta famille, tu en négliges tes amis. Euh, Justement, tu es prêt à en venir aux mains avec tes frères, tes meilleurs potes sur le terrain, parce qu'à ce moment-là, tu es tellement dans la compétition que tu es prêt à marcher sur les autres. Mais encore une fois, c'est pas qui je veux être, c'est pas qui je suis même, c'est pas mon éducation, c'est pas la personne que je suis. Au contraire, moi, je suis quelqu'un qui veut redonner, qui veut partager, tu vois. Bah ouais, Donc, bah d'ailleurs, t'as organisé le 3-3, là, le 3-3 est à nous, et c'était un gros succès, hein. Franchement, c'était un gros succès, ce truc. bah, je suis content que tu en parles. C'est l'association que j'ai créée, tu Ouais. vois. Et c'est le 3-3 est à nous. Pourquoi? On fait le jeu de mots avec l'Anou qui est ma cité à Montreuil. Mais le 3-3 est à nous parce que c'est une discipline, c'est du streetball, on va dire. C'est quelque chose que, justement, des gars comme nous, on s'est formé là-dedans, on s'est forgé là-dedans. Et je pense que Mm. ça a toujours, vous pouvez en témoigner, que quand on revient l'été après notre saison, ça a toujours été autant important de prouver De ouf. aux autres qu'on allait taffer, parce que je sortais d'une saison de N1, de Pro B, j'ai taffé, on a parlé de moi, mais que je vais encore taffer là, parce que les jeunes qui arrivent là, ils sont comme moi, j'étais à la base. Mm. Euh, ok, là, c'est l'été, il y a des mecs de Pro A, de Pro B qui sont là, de N1, de N2, peu importe. Ils sont là, mais ok, là, tu n'es plus dans ta saison là. Tu es face à moi, montre-moi ce que tu vaux vraiment, tu vois. Parce que à Paname, c'est comme ça. Et c'est la beauté pour moi du sport et du cocon qu'on a à Paris où la relève, elle est là, tu vois. Et justement, moi, ça m'intrigue tellement de savoir qui va être la relève. Parce que le monde, il est petit sur Paris, tu vois. On va Ouais. être à Carpentier, ensuite on va être à Porte de Charenton, on va être, vice-versa, tu vois. Voilà, il n'y a pas 15 000 playgrounds, tu vois, ou en tout cas, les meilleurs s'affrontent, tu vois. Mm. Et pourquoi le 3-3 est à nous? C'est parce que si le 5-5, ça ne leur donnera pas l'opportunité de s'exprimer et de pouvoir briller comme ils pensent qu'ils peuvent le faire, et ben, le 3-3, ça leur permettra. J'essaierai en tout cas de faire en sorte
avec l'association de pouvoir leur donner la plateforme. Parce que dans tous les cas, le 3-3 leur donne la plateforme. Tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est de créer un profil en ligne, de s'inscrire à une compétition avec leurs potes, d'y aller et de gagner. Et ensuite, ça pourra te permettre éventuellement d'aller sur le World Tour, de voyager partout dans le monde, de gagner ta vie en gagnant les compétitions ou en allant dans les stades finales, tu vois. Ouais. Ça te permettra en tout cas de t'exprimer et de te confronter à du très haut niveau de compétition. Parce que finalement, c'est ça le but, c'est de pouvoir voyager, de pouvoir gagner un peu ta vie et de pouvoir être reconnu dans ta discipline. Ok, maintenant on va terminer avec notre petite section rapid fire, avec juste quelques questions. Tu réponds comme tu veux. Donc avec le Let's Dance, là, il y a un peu de débat. Qui est-ce qui gagne meilleur des 7 matchs entre les Bulls 3-peat et les Lakers 3-peat avec Shaq et Kobe? Les Bulls. Ok, moi je vote pour les Lakers perso. Hein. Et, et le meilleur joueur, enfin en tout cas le joueur qui t'a le plus impressionné dans ta carrière. Ouais, non, je dirais Joel Embiid parce que même s'il était encore, c'est pas Joel Embiid d'aujourd'hui, tu vois, il a peut-être pris 15 kilos de plus depuis, mais il était grave grand, Ouais. grave dur. Oh là là, mais franchement, il était dur, gros. C'est-à-dire, je pense que tu lui rentrais dedans, sa jambe, elle est tendue droite, tu lui rentres dedans, coup de genou dans la jambe, c'est toi qui as faire mal. C'est à quel point il était dur. Et ton artiste américain préféré que tu écoutes? Un seul. Ouais, ou deux, trois, comme ce que tu écoutes le plus souvent, quoi. Moi, j'adore Ace Ace Ah ouais. c'est vraiment mon gars. Je suis obligé d'en parler parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et terminer, ton meilleur souvenir de basket. Si t'as Waouh. un, si tu t'as tout terminé là, c'est quoi que le souvenir, tu t'en souviendras toujours? Bah, franchement, au mois de janvier dernier, on est parti je suis parti au Togo pour participer à un tournoi de 3-3 et animer le camp de 3-3. Et franchement, c'est là, jusqu'à présent, je me posais la question intérieurement, est-ce que j'ai vécu quelque chose comme ça dans ma vie? J'ai eu plusieurs expériences, mais là, c'est vraiment l'expérience, là, le highlight de ma vie pour l'instant. Parce Ok. que vraiment, de pouvoir, comme je t'ai dit, animer le camp de basket, vraiment leur faire découvrir ce que c'est le 3-3, la base du 3-3, et ensuite, pour eux, de me voir en action lors du tournoi et de gagner le tournoi. Et ça n'a pas été facile du tout parce que voilà, en Afrique, ça joue dur. euh, Que des Joel de Embiid. pouvoir, non, mais bon, ça joue dur. Ça joue dur, tu vois. De pouvoir gagner et d'avoir mis en pratique tout ce que je leur ai exprimé lors de ces 2-3 jours de camp, ça a été vraiment pour moi l'un des highlights là, de ma vie jusqu'à présent. Et c'est un événement que j'espère pouvoir reproduire. Ça a été organisé par Drills, euh, Jean-Marc Aloumont, un autre organisateur d'Open Plus. Comme moi, il a organisé un Open Plus à Massy. Et moi, j'avais organisé l'Open Plus à Montreuil. Okay. Jean-Marc m'a permis de faire partie de cet événement-là et ça a été vraiment un moment fort pour moi dans ma vie. C'est le Okay. highlight de ma carrière. C'est un bon highlight. C'est un bon highlight. Bon, bah, merci en tout cas, Rémi. Franchement, ça nous a fait grave plaisir de discuter avec toi. Et ta vie, elle est folle. Et j'espère qu'on se reverra hein, après que tout ce coronavirus soit terminé, qu'on se retrouvera à Porte de Montreuil, Charenton, Carpentier, Belleville, quelque J'ai part, une quoi. question à poser. J'ai une question à poser avant que tu partes. Tu sors souvent de la maison? En ce moment-là, Ouais. ouais, moi je vais au terrain de basket et un terrain de basket à 5 minutes, là, je vais quasiment tous les jours. Hein.
Et tes contours, c'est comment? Parce que moi, c'est la galère ici, frère. Je suis obligé de mettre un bonnet pour l'appel. Toi, je vois tes frais et tout. Tu te coiffes tout seul ou c'est que... Je me coiffe tout seul, gros. T'es sérieux? Mais bien sûr, ça, c'est quelque chose. Là, tu vois, c'est marrant parce que là, il y en a beaucoup et je pense qu'ils m'ont pas cru dans ma vie quand je leur disais ça. Mais là, voilà, moi, c'est certifié, là. Ah non, mais là, c'est un skill à avoir, gros. Là, je suis obligé de mettre un bonnet parce que si je te montre ce qui se passe en haut, c'est chaud. Mais tu sais, c'est marrant parce que je regarde sur ESPN, là, ils font un peu comme nous on fait, là, tu vois, où ils font des interviews entre eux, tout ça. Et il y en a Ouais, beaucoup qui font ça, ils mettent une casquette, ils mettent un bonnet, tout ça. t'es obligé. Parce que. Et non, franchement, tu sais quoi, j'ai commencé très, très jeune, ça. Et justement, toutes ces années aux États-Unis, bah, franchement, j'avais pas 20 balles à donner pour aller chez le coiffeur, là, sachant que j'aimais pas voilà, confier ma tête à quelqu'un. Donc, je me suis dit, OK, je vais tester tout seul au début. Au début, c'était des free fuck up, comme on dit, mais euh, voilà, éventuellement, c'est devenu certifié et là, c'est approuvé, quoi. Et devant, derrière, le dégradé, tous mes styles de cheveux quasiment dans ma vie, c'est moi qui les ai faits. Même quand il y a un an ou deux, j'avais laissé pousser les cheveux. Les nattes collées, c'est pas moi qui les faisais, tu vois. Mais je faisais des twists, tout ça. Ouais, Non, t'es décollé, chaud. tout. T'es chaud. Là, je vois, Talentueux, t'es trop bien fait. talentueux. Ah Mais, bah merci, ça fait plaisir. ouais, bah, gros, ça nous a fait plaisir de te parler. Merci de d'avoir discuté avec nous, gros. Tu nous as raconté des histoires intéressantes et voilà, on va mettre ça sur YouTube, on va éditer tout ça et on va en faire un truc propre. Non, bah, franchement, merci à vous les gars de me donner l'opportunité de voilà, hein, de m'exprimer. C'est vrai que c'est pas des choses que j'aurais forcément dit à un journaliste ou quelqu'un comme ça, mais c'est vrai que voilà, dans ce concept-là, de pouvoir s'exprimer avec des connaissances, ça fait plaisir. Et moi, ça me fait plaisir de te revoir, Eric, parce que c'est vrai que ça date. Je t'ai connu, t'étais tout jeune, tout frêle. Et un jour, je te revois, t'es plus grand que moi, t'es balèze. Je voulais dire aussi que, voilà, que moi, quand j'avais appris ta tragédie il y a des années en arrière, c'est quelque chose que, voilà, j'avais eu beaucoup de peine pour toi et je voulais que tu saches que, voilà, c'était toujours, même si je n'avais pas communiqué avec toi à cette époque-là, c'était quelque chose qui était toujours en moi et c'est important pour moi que tu saches que savoir que par la suite, tu as pu rester déterminé dans le basket, trouver des opportunités d'aller en proie. Voilà, c'est quelque chose que je trouve d'admirable, tu vois, et ça montre voilà, ta détermination et c'est quelque chose que voilà, je sais que toi tu l'exprimeras pas forcément, mais en tout cas moi je tiens à ce que tu saches que voilà, ça forge le respect et c'est un bon exemple pour les jeunes qui vont nous écouter et qui vont nous découvrir par la suite parce que voilà, je pense que toi aussi, moi, là c'est moi qui me suis exprimé aujourd'hui, mais moi aussi je vais faire comme vous les gars, éventuellement je vais faire un podcast ou je vais faire un truc, je sais pas ce que je ferai, mais j'aimerais vous avoir et vous permettre aussi de vous exprimer à vous parce que ce que vous avez vécu, ça m'intéresse également et je pense que ça mérite d'être partagé aussi. C'est sûr, c'est sûr. Bah, j'apprécie, ça fait plaisir. C'est très bien. Le basket, on est une grande famille, donc on reste tous en contact d'une certaine manière ou d'une autre. Donc voilà, aujourd'hui, on a eu l'opportunité de se parler. Et de toute façon, je reste à Paris cet été, donc on va se revoir. On va se revoir bientôt. Sur le terrain de 3-3, faites votre team les mecs. Faites votre team les mecs, soyez déter. Aïe, ça va être lourd.